Bonsoir, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce 29 novembre, les patrons à la rescousse de la CPS. Pendant un an, ils verseront une cotisation exceptionnelle à la branche assurance maladie. Le projet de loi a été validé par le CESEC. Un cas de dengue de type 2 détecté à Fat Ipiti à Papeete. Les autorités sanitaires se préparent à démoustiquer la zone demain et lundi. La directrice du Bureau de santé environnementale nous détaillera l'opération. Glenda Melix est notre invitée ce soir. Tahiti passe deuxième au classement provisoire en triathlon, en athlétisme, en taekwondo ou en VAA. Nos athlètes font briller la Polynésie française aux Jeux du Pacifique. Et puis les fêtes de Noël approchent et avec elles la décoration du traditionnel sapin. En fin de journal, vous découvrirez Tayana, la seule productrice de conifères de Tahiti. Les membres du CESEC ont voté à l'unanimité pour la cotisation exceptionnelle destinée à soutenir l'assurance maladie. La branche est déficitaire de 4 milliards de francs pacifiques pour l'année 2024. Certes, la mesure est financée par les employeurs, mais elle n'impactera ni le coût du travail, ni la rémunération des salariés grâce à un principe de vase communicant. Caroline Fary, Sandroli. Elle est indispensable à l'équilibre du budget de la CPS pour 2024. La contribution exceptionnelle de 1% approuvée par la société civile vise à résorber provisoirement le déficit cumulé de 14 milliards de la branche assurance maladie. Cette mesure créée pour une durée maximale d'1 an est neutre pour les employeurs et les salariés en termes de cotisation globale. Le deal consiste à baisser en contrepartie de manière provisoire les cotisations prestations familiales et accidents du travail de manière à ce que le coût du travail ne soit pas impacté pour les employeurs en 2024. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles on souhaite limiter à 1 an. La première, c'est qu'on souhaite que des réformes soient réellement engagées et de dire on se reverra dans 1 an pour voir si le sujet avance et voir ce qu'il faut convenir pour la suite. Et l'autre raison, c'est que ça met quand même en déficit les branches prestations familiales et accidents du travail. Ce n'est pas un souci pour l'instant quand elles ont des réserves, mais ce n'est pas une solution qui peut durer à long terme. Côté dépenses, les Evasan au nombre de 32 000 par an et les molécules onéreuses de traitement du cancer ont un impact important sur le budget de la CPS. La solidarité de l'État est donc sollicitée. On a effectivement 2 postes qui sont très importants, les Evasan intérim et international, puisque les Evasan sont passés de 1 milliard à 3 milliards. En coût simplement de transport, sans compter les hospitalisations. Donc c'est une problématique particulière et on appelle justement à diversifier les sources de financement avec une participation de l'État. On l'appelle aussi dans le cadre de la prise en charge des molécules onéreuses, donc pour traiter le cancer. Depuis l'ouverture donc, du service au CHPF, on a vu les molécules onéreuses passer en 5 ans de 700 millions à 3,2 milliards. La contribution exceptionnelle rapportera environ 2,5 milliards de francs à la branche assurance maladie pour 2024. Reste que des réformes structurelles sont très attendues pour 2025. Le CESEC recommande notamment que la prévention contre les addictions au sucre, alcool et tabac soit déclarée comme cause prioritaire. Et un autre projet de loi de pays était examiné cet après-midi, cette fois par les 7 membres de la commission de l'équipement de l'Assemblée. Face au calendrier de plus en plus serré, la loi permettra d'accorder des dérogations provisoires pour accélérer la construction et les aménagements nécessaires à l'organisation de l'épreuve de surf des JO. Le texte doit être adopté en séance plénière d'ici mi-décembre. Écoutez Odette Homay, la présidente de la commission, au micro de David Chang. Nous avons dérogé, nous avons apporté quelques dérogations par rapport au code des marchés publics, justement pour activer et finaliser la fin de travaux de la tour des juges, parce qu'il nous reste à peu près 200 jours et nous devions procéder à ces dérogations pour activer la finition des travaux. Nous avons dû réaménager. Le code actuel ne permet que d'atteindre 300 millions, donc avec ces réajustements, nous allons pouvoir poursuivre justement les travaux. Les travaux que sur la tour des juges, ça ne va pas impacter d'autres travaux, mais que sur la tour des juges. Nous vous en parlions hier, un cas de dengue de type 2 a été détecté à Papeete. Ce matin, 4 équipes du centre de santé environnementale étaient sur le terrain à la rencontre des riverains de la zone de Fat Ipiti. Il s'agissait d'informer la population de la désinsectisation prévue demain et lundi à partir de 6h du matin. Bonsoir Glenda Melix, bienvenue. Vous êtes directrice du bureau de santé environnementale. En juin dernier, on avait déjà repéré un cas de dengue, mais c'était un cas importé. Là, c'est un cas autochtone.
autochtone, qu'est-ce que cela change? En fait, cas autochtone, ça veut dire que cette personne-là n'a jamais voyagé en dehors de la Polynésie française. Donc forcément, elle a été contaminée par des moustiques présents en Polynésie, qui ont été contaminés forcément par un voyageur, et un voyageur qu'on n'a pas pu détecter à ce moment-là, lors de son arrivée en Polynésie française. Ce qui veut dire que, sans aucun doute, le virus circule déjà, probablement depuis début novembre, depuis mi-novembre. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des gens, d'autres personnes qui ont pu être malades. Donc, ça veut dire qu'il faut que, impérativement, toute personne présentant des symptômes, une fièvre brutale, forte fièvre, des maux de tête et des courbatures, de se présenter rapidement chez le médecin pour que le médecin puisse prescrire le test de diagnostic nécessaire. Il y a 4 types de dengue. À quand remonte l'épidémie de dengue numéro 2? Alors, la dernière épidémie de dengue de type 2 remonte à 2019-2020. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, mais n'empêche que, sans aucun doute, quelques personnes, pas mal de gens n'ont pas été touchés par cette épidémie en 2019-2020. Donc, il faut que toute la population soit consciente qu'il faut se protéger contre ces maladies. Il faut des gîtes autour de soi, donc rechercher les gîtes à moustiques pour éliminer les moustiques. Et oui, le moustique vecteur de la maladie. Quels seront les produits utilisés demain et lundi à Wharepiti? Est-ce qu'on doit craindre des produits toxiques? Quelles sont vos préconisations aux familles qui résident à Wharepiti? Alors, donc demain matin, au lever du jour, nous allons pulvériser dans le quartier où a séjourné le malade. Donc, en fait, on va pulvériser de la deltamétrine, mais vraiment à des doses très faibles, et à des doses préconisées par l'OMS. Donc, c'est sans danger sur les personnes. Et par contre, il faut que les personnes vivant dans ces quartiers, qui ont été prévenues ce matin de notre passage, doivent couvrir leurs aliments. Et s'ils ont des bassins à poissons, des aquariums, aussi de les protéger. Et on a pu en fait détecter des ruchers aussi dans la zone. En tout cas, pour les ruchers, on est déjà en relation avec la direction de l'agriculture et le syndicat des apiculteurs pour que ces apiculteurs puissent protéger en fait leurs ruchers. C'est-à-dire à 3 heures du matin cette nuit, il faut qu'ils calfeutrent leurs ruchers. Alors, il y a eu plusieurs expérimentations autour des moustiques à Tetiaroa, notamment ici, on sait que l'Institut Malardé travaille sur ces questions. La Nouvelle-Calédonie a adhéré au World Mosquito Programme. Qu'en est-il de la Polynésie française? Alors, en fait, c'est un programme qui est porté actuellement par l'Institut Élie Malardé, avec une usine de production de moustiques stériles, de mâles stériles, qui va bientôt démarrer. Et d'ailleurs, le Centre de santé environnementale, dont je suis la responsable, collabore pleinement à ce projet-là. Et ce projet-là devrait démarrer d'ici l'année prochaine pour remplacer les moustiques présents par des moustiques mâles stériles. Et petit à petit, donc, il n'y aurait plus de descendance en fait, de moustiques. Merci beaucoup, Glenda Mélix, pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été avec nous ce soir. La représentante Tavini, Hinamoeura Morgan-Cross, a reçu le Nuclear Free Future Award à New York, financé par une fondation allemande. Ce prix récompense les militants anti-nucléaires dans 3 catégories: résistance, information et éducation, et solutions. Une distinction qui arrive à point nommé car la vie de femme politique n'est pas de tout repos. Hinamoeura Morgan-Cross l'explique depuis New York à Heidi Henko. C'était pas un moment facile pour moi. Comme j'ai pu le dire précédemment, la politique, c'est très difficile. C'est pas un monde que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile d'y être victime de la jalousie et la méchanceté humaine. C'était pas quelque chose à laquelle j'étais prête. Et en fait, le fait de recevoir ce prix, ça va juste me rappeler ce pourquoi je me suis engagée en politique. Et ça va me permettre ça va me motiver et me redonner la force qu'au moment qu'en août je n'avais plus parce que je me sentais pas à ma place. Donc ça va me rappeler effectivement que pourquoi je me suis lancée en politique, c'était pour faire avancer le combat du nucléaire.
Et la militante dédie ce prix à Bruno Barrio, qui avait reçu aussi cette distinction en 2010. La représentante reste toute la semaine à l'ONU pour suivre les débats en séance plénière sur le traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est l'heure de notre page consacrée aux Jeux du Pacifique au Salomon. Bonne nouvelle, Tahiti est deuxième au classement provisoire des Jeux du Pacifique. Grâce à nos 43 médailles d'or, on passe devant l'Australie. La Nouvelle-Calédonie est toujours en tête avec 72 médailles d'or. De grands noms de l'athlétisme, du taekwondo ou encore du va'a sont parvenus à faire briller la Polynésie française. Retour sur cette journée de compétition où la chasse aux médailles d'or passe avant tout. Reportage de nos envoyés spéciaux Mélissa Chong et Arihoe Tifafana. Les foulées s'enchaînent et le rêve d'une médaille d'or se dessine. Pour Benjamin Zorniotti, le grand vainqueur des Jeux en 2019 donne tout sur la piste. Mais aujourd'hui, malgré tous ses efforts, il arrive deuxième, derrière le coureur fidjien. Je suis désolé. Je voulais l'or, mais voilà, c'est le jeu. Des fois, on tombe toujours plus fort. Je galère depuis plusieurs mois avec une blessure. Là, c'est un peu l'aboutissement. Je savais que ça allait être très dur aujourd'hui. Ça a été très dur. Et là, il y a tout qui lâche, quoi. Du côté du saut en hauteur, Théana Veil-Pérez marque sa présence avec un saut de 1,63 m devant ses concurrentes de Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji. C'est le saut de la victoire pour la Polynésienne qui décroche l'or pour ses premiers Jeux du Pacifique. Je pense que j'aurais pu faire mieux au niveau de la perf, mais je suis quand même assez contente de moi. C'est bien et par rapport au pays aussi, ça ramène des médailles. Ouais, je suis contente. La récolte de médailles continue en taekwondo. Aujourd'hui, les athlètes ont remporté 3 médailles en or et 1 en argent. Dans la catégorie des moins de 74 kilos, c'est Rahiti Yors qui l'emporte devant son adversaire tongien. Pour une première participation, il n'y a rien de mieux que de finir sur le podium. Comme je disais aux collègues, et en particulier sur la première place, c'est que du bonheur. En va'a, le choix du plan d'eau ne fait pas l'unanimité. Ici, difficile d'engager les virages. Et pourtant, les rameuses de Tahiti remportent la médaille d'or en V6 sur le 1500 mètres. On s'est dit feu jusqu'à la fin. Il faut assurer seulement les virages. Voilà. Il faut juste assurer les virages et tout le reste, ce sera bon. Ça n'a pas été facile les virages, hein? Ouais, c'était très dur avec le vent. Ouais. Cette victoire, elle est pour qui? Cette victoire, elle est pour toutes les personnes qui nous ont soutenus, tous nos proches de Tahiti. L'histoire se répète chez les hommes. Cette première place, les Tahitiens sont allés la chercher grâce à leur solidarité infaillible. Et puis en tennis, l'équipe mixte a perdu en finale contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Heve Kelei, quant à lui, se qualifie dans la catégorie simple homme. Et notez aussi la performance de nos sportifs en triathlon. Le format sprint avec 400 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied a réussi aux Tahitiens. Chez les filles, Salomé de Barthez remporte l'or et Maïdi Sucé gagne la médaille d'argent. Un doublé or-argent aussi chez les hommes puisque Benjamin Zorniotti s'est imposé devant Jean-Marc Rimaud. Zorniotti conserve son titre acquis au Samoa en 2019. Nainoa Tanetoa reste au pied du podium puisqu'il est 4e. Les Jeux qui inspirent les plus jeunes, découvrir l'athlétisme tout en s'amusant, c'était l'objectif d'une journée organisée par l'Union du sport scolaire polynésien, organisée au stade de la Punaru. Parmi les ateliers proposés, le 100 mètres, le relais 4 x 100 mètres ou encore le saut en longueur. Les collèges Lamnais, Makotebane et le collège de Paea ont participé à cette première. Écoutez le référent athlétisme au micro de Jérôme Lee. C'est une journée de découverte, c'est dédié au collège et du coup ils auront l'occasion de voir une course, un saut à lancer et un relais. L'athlétisme c'est quand même une discipline qui fait toujours un peu rêver, on pense à Usain Bolt, on pense à des grands champions. En ce moment il y a les Jeux du Pacifique avec une belle moisson et je pense qu'ils s'identifient un peu à la jeunesse polynésienne qui a eu la chance de représenter Tahiti. Donc ils sont là, ils posent des questions, ils apprennent à prendre leur marque, ils apprennent à lancer, ils apprennent à sauter, à courir vite, ils se challenge les uns les autres et c'est ça qu'on recherche. Et la prochaine fois, ce sont les lycées qui seront conviés. Une journée prévue le 24 janvier 2024.
À la veille de la COP28 sur les changements climatiques, une réalisatrice a décidé de valoriser les savoirs écologiques ancestraux des femmes d'outre-mer. De la mer à la terre, 14 films autour de la transmission. Les premiers épisodes ont été projetés à Paris lors d'une soirée spéciale à laquelle ont assisté nos confrères d'outre-mer. La première, regardez. En Outre-mer, les femmes jouent un rôle central dans la transmission de la culture et des connaissances. Utilisé aussi pour faire les médicaments, parce qu'aujourd'hui, on va nous faire un médicament spécialement pour les femmes. Les mettre en lumière, c'est tout le travail de la journaliste Anne Pastor qui a décidé de leur dédier 14 films. 7 d'entre eux sont déjà disponibles. Des extraits ont été dévoilés lors d'une soirée à l'Hôtel de Ville de Paris. Ce projet, c'est quoi? C'est valoriser ses savoirs et ses connaissances à travers des ateliers de transmission de savoir que nous avons filmés. Les films, d'ailleurs, sont donnés comme, si vous voulez, un outil pédagogique et mémoriel, mais c'est aussi des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes. Et l'idée, évidemment, est de renforcer la place des femmes dans les Outre-mer. Les 7 premiers films se déroulent en Polynésie, en Guyane, à Mayotte ou encore à La Réunion, où l'on découvre Reine Claude, tisaneuse. Mon objectif premier, c'est faire connaître ces plantes et transmettre ce patrimoine que moi j'ai acquis. Parmi les femmes venues écouter, Isabelle Joly-Waro, conteuse, ethnobotaniste, elle aussi est garante de la tradition et du savoir. Nous donnons naissance à des enfants et nous voulons qu'ils vivent dans un milieu qui soit sain, où ils soient heureux et où la nature soit présente. Donc on est aussi là pour transmettre. Ces femmes utilisent leurs connaissances traditionnelles pour faire face au changement climatique. À Mayotte, elle s'appelle Tembaki, elle est pêcheuse de Jarifa. Elle est une source d'inspiration pour les jeunes générations. Toutes les femmes à Mayotte s'identifient à elle par rapport à son combat quotidien pour le développement personnel, l'assurance et en même temps le patrimoine. Les chansons de Zili sont des hymnes à la femme, à toutes celles qui, comme à Mayotte, sont les gardiennes des traditions. Une femme encore, mais cette fois une entrepreneuse. Noël approche et la question du sapin se pose tous les ans. Faut-il opter pour du synthétique ou du naturel? Tayana Juventin propose une solution, la production locale de conifères. Son carnet de commandes est déjà plein. Rencontre signée Chiquita Teiba et Jérôme Lee. Bûchage, tri des sapins destinés à la livraison, Taina et Arinoui s'activent. À un mois des fêtes de Noël, ils ont déjà 200 commandes à honorer. Pour eux, c'est une période décisive. Ça a commencé début novembre déjà. Ce sont des périodes où tu prends les commandes, tu comptes et tout. C'est la coupe, la livraison, le stockage. Là, on est en plein dedans. Ça va durer 15 à 17 jours de gros rush. Taina produit près de 600 conifères par an, des araucarias plus adaptés au climat polynésien. Ces arbres ont 5 ans et la récolte est plutôt bonne. C'est une bonne année, les arbres sont costauds, ils sont bien partis. Ça va être chouette. Là, on est confirmé à 200 commandes. Après, on se laisse le temps de couper. Des fois, on a des surprises quand on coupe, donc on se laisse une petite marge quand même. Des établissements scolaires aux coiffeurs, Taina a une centaine de clients sur l'île de Tahiti, pas toujours facile à trouver. Depuis l'année dernière, on utilise beaucoup Google Maps en fait. On nous envoie les points GPS et puis c'est beaucoup plus facile parce qu'on fait du domicile souvent, donc voilà, on galère moins. Fidèles au sapin traditionnel, certaines familles choisissent l'épicéa, qui célébrait autrefois le renouveau de la nature. C'est l'odeur, c'est le naturel, le vrai, quoi, voilà. Je viens de Martinique et du coup on avait comme des vrais sapins qui arrivaient d'Europe et on a eu tout le temps l'habitude d'acheter des sapins pour les fêtes. Ouais, ça fait plus de 10 ans qu'on plante le sapin avec Tayana. Et pourquoi un vrai sapin? C'est authentique, hein. Bon, ils fanent mais ça reste authentique quoi. C'est ça, c'est surtout ça l'idée. Et les enfants ils sont contents? Oui, à chaque fois, c'est eux qui décorent chaque année. Là ils vont revenir, là c'est mercredi après-midi, ils vont revenir, ils vont décorer le sapin. Une fois parés de leurs plus beaux atours, ces sapins de Noël vont égayer les foyers pendant 3 mois. La presse polynésienne est en deuil. Michel Anglade nous a quittés à l'âge de 83 ans. Arrivé en 1960 à Tahiti, il a marqué l'histoire puisqu'il a lancé avec Philippe Mazelier la Dépêche de Tahiti. Il a été directeur du quotidien jusqu'en 1993.
Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Un cas de dengue de type 2 a été détecté à Papeete. Ce matin, 4 équipes du centre de santé environnementale étaient sur le terrain à la rencontre des riverains de la zone de Faipiti. Il s'agissait d'informer la population de la démoustication prévue demain et lundi à partir de 6h du matin. Au programme de votre soirée sur La Première, le magazine Ça pousse au Fénois sera consacré aux fleurs comestibles de Polynésie. Vous pourrez suivre ensuite Patitifa avec un documentaire sur Wallis et Futuna. Pas de jeu du Pacifique ce soir. À la une de Tahiti Info demain, Broderson réoriente le tourisme. Voilà, on arrive au terme de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. On se quitte sur les images du concours international de Oli Tahiti qui s'est tenu ce week-end sur la côte est de Tahiti. Belle soirée sur La Première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet